Affublée de mes divers sacs, je traverse la moitié de la ville pour déposer mes bagages dans une nouvelle auberge de jeunesse. Après une ultime montée dans une rue étroite, j'arrive à destination. Le local à bagages est à l'entrée de l'auberge. Je me promets de revenir des 13 heures pour faire le check-in afin de limiter les chances pour que ma vie empaquetée disparaisse dans les mains d'un voleur. J'en profite pour découvrir le quartier, des rues calmes et désertes, une église. Maintenant que je commence à mieux connaître la ville, je décide de me rendre au musée Reina Sofia, mon activité principale de la journée, sans me perdre dans mes cartes matérielles et virtuelles. J'accepte avec enthousiasme l'errance qui m'amène dans le quartier du street art que je n'aurais jamais rencontré si j'avais suivi le chemin le plus direct. Cette surprise me transporte. Je scrute chaque œuvre d'art urbaine. J'arpente chaque rue environnante pour ne pas en perdre une miette. Je me délecte du calme de ce quartier dessiné en rue étroite et parcouru uniquement par des locaux. Je peux alors prendre le temps de m'arrêter où bon me semble, de m'approcher plus près si je le désire, de rester statique devant ces œuvres urbaines pour observer tous les détails sans être dérangé ou bousculé. Après avoir fini d'admirer ces merveilles d'art contemporain à ciel ouvert, je bifurque vers une rue plus large et plus bruyante qui, à mon grand étonnement, accueille un mur haut de taille peint de 1000 couleurs. Ce mur semble avoir été créé pour le street art. Chacun de ces creux quadrillés a permis à un artiste différent de s'exprimer. J'ai l'impression d'être à côté d'un géant multicolore dont je n'arrive à distinguer aucun membre. Je suis donc obligée de traverser la rue pour mieux observer ses œuvres. Je traîne au sol mon sac à dos lourd, je le pose sous les mètres le temps de prendre une photo, puis je le lance sur mon dos qui crie et qui crie à chaque fois qu'il sent ce poids sur lui. Mais mon cerveau a actionné le mode contemplation. Il refoule la douleur et se contente d'être subjugué par la puissance de cet art pour tous. Après avoir longé le mur géant en creux multicolore, je passe devant la gare Atocha qui m'avait accueilli à mon arrivée et je traverse une grande avenue. Dans un recoin de l'avenue, je vois écrit le nom du musée. Arrivée devant, je suis surprise par un concert. Je m'arrête un moment pour écouter la musique crissante qui sort de haut-parleurs mal réglés, mais je suis interrompue au bout de 60 secondes par un agent de sécurité qui me prie de rejoindre le concert en passant par le contrôle de sécurité ou bien d'avancer expressément vers l'entrée du musée. Je choisis bien entendu le musée qui est la raison principale de ma journée. Arrivé au guichet, j'apprends que le musée est exceptionnellement gratuit pour tous puisque c'est aujourd'hui la journée des musées. Je vénère ma chance soudaine et je rentre dans le musée avec un sourire déridant mon nez. Je remercie intérieurement les casiers qui me permettent de déposer mon fardeau et de soulager mon dos. Je me perds dans les profondeurs du labyrinthe. Ai-je déjà parcouru cette salle et celle-là? Mais combien y en a-t-il? La découverte passionnée se transforme en abîme angoissant. Vers 15 heures, mon ventre se soumet après avoir vu que ces cris n'aboutissaient à aucun cadeau nourricier. Ma tête prend le relais et me sonne des coups violents en me répétant des «Alors t'as fini? C'est fini? Quand est-ce qu'on a fini? On sort là? Maintenant? Et maintenant? C'est bon, hein? Hein, c'est bon?» Mais je refuse d'écouter mon enveloppe charnelle. Mon repas est dans mon sac à dos. Je suis donc obligée de finir le musée avant de me nourrir. Je m'autorise une pause aération dans la cour intérieure du musée. Je croise des statues de Miro, l'un des artistes que j'ai redécouvert quelques mois plus tôt à Paris et qui est devenu depuis l'un de mes artistes préférés. Je parcours les salles qui m'intéressent le plus dans un état de détresse physique. Cela ne m'empêche pas de contempler avec admiration les œuvres de mes chers artistes qui m'ont guidé dans mon accomplissement personnel et artistique. Pablo Picasso, Dali, Magritte. Et c'est seulement après avoir emmagasiné des couloirs d'œuvres d'art que je tombe sur Guernica. Guernica refuse toute photo. Deux femmes assises de chaque côté de l'œuvre crient des no photos, please, no photos à longueur de temps face aux touristes déconnectés ou rusés. Regarder Guernica devient aussi profond que de méditer pendant qu'un train nous roule dessus. La foule s'active, va et vient. Chacun tente la photo, reste peu et repart déçu, dépouillé de la photo souvenir de l'œuvre la plus connue du musée. Je tente d'oublier le plus possible la cohue et le bruit des no photos et du bip long et strident quand quelqu'un réussit à prendre une photo malgré les no photos répétées. Je reste statique sur le côté droit de l'œuvre pour imprimer mentalement chaque détail. Comblé d'avoir vu Guernica, je regarde ensuite les autres œuvres de Picasso. Tout l'étage étant interdit aux photos, je vous décrirai seulement mon souvenir de la femme verte, déformée, tenant son mouchoir pour mieux pleurer, et celui des esquisses de Guernica. Voilà ce que ma mémoire a gardé de cette pièce, dévorant les souvenirs du reste de l'étage et des autres artistes. Je continue ensuite à explorer un autre étage dédié à l'art contemporain pour voir entre autres Martial Reis ou encore Louise Bourgeois. Des photos en noir et blanc, des œuvres qui m'interpellent. J'en connaissais déjà certaines en photo, d'autres sont simplement de belles découvertes. D'autres encore sont énigmatiques. Ma sensibilité ne les perçoit pas. Mon intellect tente tout de même de les comprendre, mais même l'explication cliché du blabla contemporain ne me touche pas. Et d'autres éclats artistiques sont neutres à mes yeux. Je ne ressens rien et je ne pourrais pas évaluer mon degré d'appréciation. Les œuvres inintéressantes défilent vite devant moi.
J'évite ainsi d'accentuer la torture que vit mon estomac et ma tête. J'oublie le temps, l'espace, mon être, mes pensées et le monde entier devant les peintures, sculptures, photographies qui me retournent les triples cerveaux et le cœur. La passion me saisit et j'aime profondément certaines de ses œuvres. Mon esprit transcende ma raison et je revis à travers les fragments d'âme de ces artistes. À ces heures, je quitte le musée, laissant derrière moi mes jambes, mon estomac, ma tête et mon énergie. Je m'étale sur la place accolée au musée pour manger mon repas bien mérité au soleil. La gratuité du musée était bien sûr une chance unique et trop belle pour être réitérée. Ma malchance recommence. Un camion arrive après que je me sois bien installée au milieu de tous mes emballages culinaires. Le camion s'ouvre, des hommes en sortent avec toutes sortes d'armatures en fer. Et les voilà partis pour installer une scène qui au fur et à mesure empiète sur ma bulle de sûreté. Le pied le plus proche me colle presque. Et le bruit des marteaux incessants détruit ma récompense, celle d'un cerveau en mode off et d'un ventre glouton. Je quitte la place infernale pour faire le check-in à l'auberge de jeunesse. Ensuite, je profite de la proximité du Palacio Real pour le revoir de nouveau. Je le dépasse pour découvrir les jardins environnants. La canicule a été effacée par des nuages menaçants. Malgré un ciel qui pourrait me tomber sur la tête, la marche est plus agréable après ces 2 jours et demi de chaleur brûlante. Je mange des dattes sur un banc, observant les passants et la végétation. Un jeune homme m'aborde et me propose de me chanter une chanson, sans rien attendre en retour, dit-il avec insistance. J'accepte et j'écoute sa voix qui frôle les fausses notes. À la fin d'un petit extrait, il me demande tout de même de l'argent pour financer son album. Je fais de nouveau le tour du centre-ville en passant entre autres par la grande avenue et la place Callao. Je craque pour une tablette de chocolat dans l'unique boutique qui me happe. Je me dirige ensuite vers un ultime parc que je n'ai point vu. Après avoir traversé une avenue immense et bondée, je ne vois que des barricades vertes. Par un trou, je peux apercevoir un fragment peu ragoûtant du parc puisqu'il est en travaux de réaménagement. Toute cette marche fut vaine. Je contourne le parc pour retourner vers le centre-ville. Il me reste encore un dernier monument à parcourir, un pont de pierre. Pour ce faire, je prends un premier pont qui marque la limite du centre-ville, je parcours tout un quartier puis je descends une immense avenue. Une fois en bas, j'admire ce vieux pont sculpté. Je le traverse pour observer de plus près un parc structuré par des plants de fleurs et des bancs. Je me pose plus loin sur des marches froides et identiques qui sont juxtaposées au pont et qui se jettent dans le fleuve. Je mange mon repas du soir, composé encore une fois de galettes aux graines, de jambon serrano et de fromage de brebis. La nuit approche. Je dévore mon dîner avec précipitation pour ne pas me retrouver dehors toute seule dans le noir. J'arpente de nouveau le pont, puis je descends sur l'un de ses côtés pour marcher dans un parc qui longe le fleuve. J'apprécie la zénitude des innombrables parcs bien entretenus de cette capitale. Je rassemble mon énergie pour l'ultime montée, celle de la grande avenue qui amène vers le centre-ville. Je remarque interloquer une femme, grande par ses talons hauts, qui gravit malgré tout l'avenue montante à pied. Mon courage revient et m'aide dans ma traversée de la moitié de la ville pour arriver vers 23 heures à l'auberge de jeunesse. À l'entrée du dortoir, j'entends des voix françaises. Je parle un moment avec 3 jeunes femmes parisiennes venues pour le week-end fêter l'anniversaire de l'une d'entre elles. Les mots français que je prononce sonnent bizarrement après 3 jours à entendre de l'espagnol. J'apprécie la fluidité de cette discussion qui contraste avec le baragouinage saccadé en espagnol qui est sorti de ma bouche ces derniers jours. Ces jeunes parisiennes sortent rapidement pour faire la fête. Et je me retrouve seule, un samedi soir, dans un dortoir désert. Je prends ma première longue douche chaude. J'en profite pour me laver la tête et me débarrasser de toute la sueur de la journée. Puis je m'écroule dans un lit propre, appréciant de dormir seule sans un bruit. Je n'oublierai cependant pas les réveils répétés, à chaque nouveau dormeur rentrant de soirée dans un état second, claquant ses tongs sur le sol, parlant en groupe à voix haute ou encore laissant sonner un réveil à moitié humain qui surarticule à un décibel élevé des « il faut se lever, il est l'heure de se lever, maintenant, levez-vous, c'est l'heure, c'est le réveil qui vous parle ». Cette nuit sera ma dernière à Madrid. Je pars demain matin dans les montagnes qui encerclent Grenade.